In assoluto la cosa più impossibile che non avete mai visto è sullo stesso palco Michel Simard e Jean Duchesne. Non, c'est pas vrai parce qu'on a déjà fait ça il y a des ans, mais quand même, c'est beau à voir. Donc, je crois qu'on va parler français. Et, peut-être Roy Menarini, qui est le curateur de cette section consacrée à la cinéphilie, je lui demande de dire un mot avant de partir, in italien. Grazie a Gianluca e benvenuti a tutti. È il primo incontro di una serie di tavole rotonde che faremo ogni sera alle ore 19, dedicate alla cinefilia. Nasce infatti quest'anno un progetto che ci appassiona, quello di ragionare sul rapporto tra cinefilia classica e cinefilia contemporanea. Visti anche i cambiamenti tecnologici di questi ultimi anni e i sorprendenti sviluppi che stanno portando alla cinefilia e anche alla passione per il cinema delle nuove generazioni, e quindi vi invito a essere fedeli a questo appuntamento del 19. Avremo davvero i più grandi rappresentanti della cinefilia classica, della cinefilia di mezzo e della cinefilia contemporanea all'epoca dei blog e dei new media, e quindi insomma non si poteva che cominciare con due grandi protagonisti, l'origine appunto della cinefilia. Grazie. Grazie a Roy Menarini et justement on commence avec deux légendes de la cinéphilie et de la critique, et je commencerai en vous demandant qu'est-ce que ça a été pour chacun de vous deux la cinéphilie à l'origine. Qu'est-ce que c'était pour chacun de vous deux l'amour pour le cinéma? En ce qui me concerne, je pense que c'est le chemin de tous les cinéphiles. C'est-à-dire qu'on est d'abord en culotte courte, c'était une époque où on pouvait l'être. Donc on est en culotte courte, c'était l'occupation. Dans l'occupation, c'était la période allemande de la France. On l'a connu aussi. Vous l'avez connu aussi, c'est vrai. Donc il n'y avait que le cinéma, dans le théâtre aussi, j'allais beaucoup au théâtre, j'étais à Paris. Et j'allais aussi beaucoup au cinéma. C'est-à-dire que j'ai découvert le cinéma après le théâtre. J'étais d'abord passionné de théâtre. Et puis comme j'étais en pension à Paris, que mes parents étaient dans le nord de la France, c'est bien la chose, j'avais des sorties le jeudi et le dimanche, et j'allais donc tout seul au cinéma, dans les grandes salles d'exclusivité de Paris, et au théâtre aussi, il y avait fauteuil d'orchestre, etc. On voyait qu'il y a un garçon de 13 ans qui arrivait au théâtre, et j'étais à regarder partout, parce que ça se faisait pas à l'époque, qu'un garçon de 13 ans va être tout seul au théâtre. Bon, alors comment je suis arrivé? Tout simplement, je regardais des films, comme nous avions la chance, quand je parlais d'ailleurs, en France, d'avoir, à l'époque, les Allemands avaient fait en sorte que ils avaient laissé une certaine forme de liberté au cinéma français, si bien que cette époque a été une grande période du cinéma français. D'ailleurs, je pense que vous allez le voir avec Grémillon, on passe des films de Grémillon à cette époque-là, puis d'autres évidemment, d'autres grands cinéastes qui étaient là, d'autres cinéastes très importants des temps particuliers aux États-Unis, tels que Renoir, tels que Max Ophuls, etc. Bien, alors comment on rendait bien un cinéphile? Ben justement, on va au cinéma tout seul, et puis on regarde un film, on s'y intéresse très vite, alors je ne sais pas pourquoi, dès 12-13 ans, j'ai commencé à lire les critiques des journaux de l'époque, qui étaient des journaux par ailleurs absolument infâmes, des journaux je ne dirais même pas collaborationnisme, mais honteusement pro-nazi.
mais ils avaient le défaut d'avoir des bons critiques de cinéma. Alors j'ai quand même été comme ça, habitué à lire ces critiques-là et à me rendre compte que le cinéma, ça pouvait être plus important qu'un simple film, une simple distraction. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et entre autres, dès l'âge, j'avais quel âge 44, j'ai 15 ans en 44, je vois, je me souviens très bien avoir vu 7 fois de suite Le Corbeau de Clouzot. Ben, c'était pas un mauvais choix en tout cas pour l'époque, c'est quand même pas bête. De la qualité, oui, mais attention, là, nous ne sommes pas encore en bagarre. On va regarder tout à l'heure. Et d'autres films, bon, en particulier Grémillon, puisque on en parlait à l'instant, et c'est ce film que je considère toujours comme le meilleur film de cette époque-là, qui est Le ciel est à vous. Enfin, j'ai dû voir sur les 130 ou 140 films, je sais comme il y a eu pendant l'occupation, des films français, j'ai dû en voir les 2 tiers à l'époque, presque un peu plus même d'ailleurs. Donc en effet, j'étais nourri de tout le cinéma, du plus quelconque au meilleur de cette époque-là, et en effet, il y a des bonnes choses. C'est comme ça qu'on devient cinéphile. Et puis après est arrivée la Libération, la connaissance, la révélation et même l'envahissement, si on veut, ou l'invasion du cinéma américain, avec passion. Donc, comme je vis toujours à Paris, j'ai la chance d'aller au cinéma souvent, et là, de rencontrer tout bêtement des gens qui vont au cinéma, qui ont le même âge que moi, et qui est dans le cinéma. Puis en plus, il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir un endroit que vous connaissez bien ici, qui s'appelle la Cinémathèque, donc le Cinéthéca, et donc l'endroit, et là, je m'y retrouve, et forcément, on rencontre des jeunes de son âge, on commence à parler de cinéma, à discuter de cinéma, jusqu'à minuit, jusqu'à 2 heures, jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à 8 heures du matin, aucune importance, pour ce jour-là, ça peut s'appeler, ou vont s'appeler Romer, Rivette, Chabrol, non pas Chabrol, Chabrol est encore là, Godard, Truffaut, etc. Enfin bon, et c'est comme ça qu'on se retrouve là. Ensuite, comme le cahier du cinéma, comme la revue du cinéma a disparu en 1948, qu'il n'y a plus d'endroit critique réellement de cinéma, que c'est remplacé par un ciné-club qui s'appelle Objectif 49 et qui sera extrêmement important dans l'évolution même de la cinéphilie et de la réflexion sur le cinéma. Et Romer, à ce moment-là, donc qui s'appelle encore Scherer, va fabriquer un petit fanzine vraiment de papier minable de 5 numéros qui s'appelle La Gazette du cinéma en 1950. Et c'est là où j'ai écrit mon premier article avec Chabrol. Non, il n'y a pas Chabrol, non, je le mets toujours. C'est sympathique une façon d'introduire de toute façon Chabrol. J'adore Chabrol. Oui, moi aussi. Godard, Rivette, etc. Enfin bon, Truffaut n'écrit pas parce qu'il a eu des froid, en difficulté avec l'autorité militaire. Et ensuite, donc, à partir de 51, cette cinéphilie passionnelle, va se concrétiser par l'invention, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire donc la création des cahiers du cinéma. Voilà comment on devient cinéphile, c'est tout bête. Hein. On va simplement aller au cinéphile, être cinéphile, c'est entrer dans une salle, payer malheureusement, il faut payer à l'époque, s'asseoir dans son siège, ouvrir grand les yeux, les oreilles, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Michel Simon. Oui, alors d'abord, je ne sais pas si c'est pas vraiment une génération, mais il y a 10 ans qui sépare Jean de moi. Ça ne se voit pas. J'ai 10 ans de moins, donc j'arrive dans un paysage un peu différent, même, mais qui n'est pas fondamentalement, il y a plus de différence entre la cinéphilie aujourd'hui, parce que je pense que, contrairement à ce que j'ai entendu dire là, de Paul Vecchiali qui présentait tout à l'heure Grémillon, il disait qu'il n'y avait plus d'amour du cinéma, ou pratiquement plus aujourd'hui, et plus de cinéphilie. Moi je pense au contraire qu'il y a une cinéphilie mais qui a pris d'autres formes, mais qui est très forte. Ce serait intéressant d'en parler aussi, mais en tout cas,
moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà 2 revues qui étaient constituées, qui étaient des références, qui étaient les Cahiers du cinéma et Positif. Je dois dire, je lisais les deux avec beaucoup d'intérêt. J'étais plus proche de Positif pour des raisons politiques, idéologiques et peut-être aussi culturelles, parce que Positif était plus intéressé par la peinture, par la littérature, etc. C'est pas exclusivement des cinéphiles. Et donc, et puis aussi sur des engagements politiques de l'époque, sur la guerre d'Algérie, etc. Bon, donc je lisais les deux, du point de vue cinéphilique, avec un égal intérêt, du point de vue idéologique ou culturel, peut-être plus proche de Positif. Mais c'était des revues. Positif a été créé, puisque c'est le 60e anniversaire cette année de la revue, a été créé un an après les Cahiers. Au départ, il n'y avait d'ailleurs pas d'hostilité. Je crois que quand Bernard Charder a créé Positif, sa référence était les Cahiers et la revue du cinéma et les revues des années 20, c'est-à-dire faire que la cinéphilie soit considérée, que l'amour du cinéma soit considéré comme une chose à part entière, alors que la bourgeoisie, même s'il y a eu des grands intellectuels et des surréalistes en particulier et certains marxistes qui s'intéressaient beaucoup au cinéma, mais en général, pour la bourgeoisie, l'opéra, oui, la peinture, oui, les expositions, les concerts, la littérature, mais le théâtre, naturellement, mais le cinéma était tout de même peu prisé. Et donc, moi, je me retrouvais avec un intérêt considérable. Donc, je lisais ces 2 revues et j'allais au cinéma. Comme Jean, d'ailleurs, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. J'allais voir les films sur les grands boulevards, j'allais voir le Faubourg Poissonnière, ou je ne sais plus, enfin bon, peu importe, le Rochechouart, dans mon quartier, j'allais voir des films. Mais j'arrivais donc avec déjà 2 revues établies, quand je commençais à les lire en 56, j'avais 18 ans, ou 55, 17 ans. Mais j'ai eu la chance de me retrouver à une époque où c'était à la fois la continuation du grand cinéma classique, c'est-à-dire les grands cinéastes américains, Hitchcock, Hawks, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, contrairement à Positif à l'époque, et aussi l'arrivée bientôt du cinéma moderne, enfin, c'est-à-dire la nouvelle vague, et aussi Varda, René, et puis plus tard les cinéastes tchèques, les cinéastes québécois, les cinéastes brésiliens, les cinéastes yougoslaves, enfin polonais, enfin bon, il y avait toutes les japonais, enfin il y avait toutes. J'étais un peu à 20 ans au croisement de la mort, enfin la fin d'un grand cinéma classique et la naissance d'un grand cinéma moderne. Donc c'est un peu cette chance. Et j'ai commencé à envoyer des articles, voilà. Je crois qu'en fait, je ne veux pas entrer dans ta biographie, mais je crois savoir que toi, tu as commencé à écrire au début des années 50, et puis tu as interrompu assez longtemps pour des raisons personnelles, ouais. Et tu es revenu finalement au Cahiers vers 58, 59... non, 57, je crois. 57, 57, voilà. Au moment où moi je commençais à les lire, donc je lisais Douchet, comme je lisais Tailleur, ou Benayoun, ou Truffaut, etc. Bon, c'était une grande époque, mais je pense qu'il n'y a pas de nostalgie pour moi à l'égard de cette époque, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce que fait Positif, par exemple, me paraît dans la droite ligne de la cinéphilie que j'ai connue, sauf qu'on n'a jamais eu autant de lecteurs et autant d'abonnés, ce qui prouverait que la cinéphilie n'est pas tellement morte. Oui, là je suis d'accord. En fait. Alors, bon, il y a, enfin, en gros, puisque quand même je vais dans beaucoup d'endroits, je rencontre beaucoup de jeunes, j'entends par jeunes des 17-18 ans, même quelquefois 15-16 ans, qui en effet, ils ont attrapé le virus, quoi. Et ils sont des passionnés de cinéma, et je suis stupéfait d'ailleurs de me rendre compte qu'à 19-20 ans, ils ont un goût du cinéma, enfin, attention, c'est quand même minime, hein, il ne faut pas exagérer, mais ils ont un goût du cinéma très très stupéfiant, comme s'ils avaient déjà travaillé, enfin, ils avaient déjà acquis ce que nous avons quand même mis un certain temps à acquérir. Il y a une transmission qui est en train de se faire, et en effet, dire qu'il n'y a plus de cinéphilie, c'est faux. C'est faux. Il y a vraiment un nombre réduit, mais extrêmement intense et passionné, qui observe la cinéphilie. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il n'y a plus cette forme de cinéphilie très quotidienne, de gens qui allaient au cinéma. Même s'ils y allaient souvent pour les acteurs, des choses comme ça. Mais on allait au cinéma, c'était une nécessité que d'aller au cinéma à l'époque, dans les années 40, 50, 60, les gens allaient au cinéma. Alors qu'aujourd'hui, ils vont au cinéma, mais plus du tout. Alors,
le grand public ne va plus au cinéma de la même façon. Je trouve qu'il y a un côté, enfin justement, un manque de cinéphilie aujourd'hui dans le grand public. Et il est vrai que tout les prédispose à ne pas avoir... C'est-à-dire qu'on a eu quand même une mise en place d'une toile d'araignée médiatique qui fait que plus le niveau est médiocre, plus l'inculture est parfaite, plus le manque de goût l'emporte, plus les gens sont contents, sont heureux, enfin, j'en parlais ici, mais enfin, ce qu'on pourrait appeler la berlusconisation du monde, que nous avons aussi en France, hein, nous avons aussi nos berlusconisations du monde. Mais on l'a plus. On l'a plus, non. Non, mais c'est pas innocent, c'est-à-dire qu'il y a au fond maintenant une scission qui n'avait pas au fond avant. Moi, de mon temps, j'étais comme tout le monde. Mais d'ailleurs, Jean, ce qui me frappe aussi, par exemple, c'est que dans les hebdomadaires à l'époque, il y a 50 ans, les rubriques cinéma étaient tenues par des gens qui appartenaient aux revues. C'est-à-dire Truffaut écrivait dans Art, Benayoun écrivait dans Demain, Roger Tailleur écrivait dans les Lettres Nouvelles, etc. Toi, tu écrivais dans Art. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est déctus. On se méfie dans la grande presse de la cinéphilie, ça c'est sûr. Oui, mais ça va dans ton sens, d'ailleurs. Mais n'oublie pas non plus que moi, avant, quand je parlais des hebdomadaires infâmes, c'est-à-dire Je suis partout et La Gerbe, les deux critiques de cinéma, c'était Brasillac et Rebaté, qui avait... fasciste. Pour être fasciste, c'était fasciste. On a déjà été fusillé d'ailleurs à la Libération. C'est ça, un Brasillac qui était fusillé, l'autre est en prison. Il n'empêche que ces salauds-là, ils aimaient le cinéma, ils ont appris à aimer le cinéma. Bah, ça serait trop simple. Hein, trop simple. Les fascistes n'avaient pas de goût, ça serait... Mais en tout cas, non, mais moi, ce que je voudrais revenir sur autre chose, même, c'est que la cinéphilie aujourd'hui est vraiment polymorphe. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une sorte d'unité de la cinéphilie. D'abord pour une raison évidente, c'est que l'histoire du cinéma se réduisait, enfin si j'ose dire, à une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, c'est 100 ans, c'est beaucoup plus long, même 110 ans. Donc il faut remonter la pente pour quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, c'est immense ce territoire. La deuxième raison, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que 30 ans séparent l'Aurore de Murnau ou la symphonie nuptiale de Stroheim de À bout de souffle. Et aujourd'hui, À bout de souffle, c'est il y a 50 ans. Donc il y a plus de distance entre notre époque et À bout de souffle de Godard qu'entre À bout de souffle de Godard et Sunrise ou Wedding March, ce qui est tout de même assez impressionnant. Et alors, en même temps, quand j'étais... je me rappelle, par exemple, que j'avais rencontré des jeunes des Cahiers, moi j'étais un peu plus âgé qu'eux, mais de 3-4 ans, Narmoni, Comoli, etc., qui venaient d'Afrique du Nord, ils n'avaient pas vu la règle du jeu. Et ils avaient beaucoup de mal à le voir, parce que ça passait une fois tous les 2 ans à la Cinémathèque française. Et massacré, en plus. Et massacré dans une mauvaise copie, donc... Avoir vu la règle du jeu, c'était quasiment... Bon, aujourd'hui, on va dans une grande surface et on achète le DVD de la règle du jeu. Donc, alors, est-ce que cette abondance n'est pas... on peut prendre l'exemple de l'Union soviétique, où à l'époque de la grande censure de l'Union soviétique, les gens arrivaient à avoir une culture prodigieuse malgré la censure, alors que dans les biens de consommation aux États-Unis, on peut tout trouver, les gens sont aussi d'une inculture massive. Donc, ça, on peut se poser cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut aujourd'hui acquérir une cinéphilie par le DVD, par le nombre de festivals où on peut aller, voir des grandes rétrospectives, etc. Et donc c'est plutôt une cinéphilie parcellaire, ça ne veut pas dire... Elle n'est pas homogène. Avant, on se retrouvait sur le trottoir de la Cinémathèque rue d'Ulm, et au fond, les discussions, c'était... Tout le monde, plus ou moins, parlait des mêmes films, on avait tous une culture commune, alors qu'aujourd'hui, on va avoir des gens qui sont imbattables sur Hong Kong, d'autres qui connaissent tout du cinéma muet, d'autres, il y a même ce groupe-là, complètement de fous furieux, qui pense que le cinéma s'arrête en 1903, en 1904. Un peu partout dans le monde, ils sont 12, mais ils sont très soudés, pour qui le cinéma vraiment commence à dégénérer avec Griffith. Non, mais il y a en Italie les brigades Irma Vep, qui c'est déjà un très sympathique, qui pense en effet qu'à
après les années 10, c'est foutu. Oui, ils sont moins radicaux que les Québécois, parce que les Québécois, ça s'arrête en 1900. Oui, oui, là, ce que tu ouvres comme discours, il y a des choses tout à fait passionnantes, c'est-à-dire maintenant la cinéphilie en tant que maladie. C'est une maladie très grave. En effet, J'attends essentiellement les hommes, remarquez. Dans le passé, c'était comme ça, mais aujourd'hui, peut-être c'est différent. C'est aussi une comme des... maladie, comme maladie. Oui, comme maladie, mais c'était parce que de toute façon, les femmes n'avaient le droit d'être présentes dans une séance cinéphilique que parce qu'elles étaient à côté de leur petit Jules, là, et il fallait être présent, mais sinon il n'y avait rien à dire. Les femmes ne sont pas dans les revues de cinéma, il n'y a pas d'archives de femmes avant, je sais pas, les années 60, non? Oui. Quasiment. En tout cas, moi, non, il y avait Madeleine Vives à Positif, il y en avait quelques-uns. Oui, mais c'est pas nous, c'est quoi, il y avait quasiment pas. Ouais. moi, je crois que même notre petit festival, c'est une démonstration que les choses sont en train de changer. C'est-à-dire, on a commencé il y a 26 années, on avait une salle qui était plus petite, non, qui était comme celle-ci. Et puis c'était une deuxième salle, puis une troisième, une quatrième. Aujourd'hui, c'est 4 salles, plus les soirées sur la Grande Place. Et il y a beaucoup de gens. Et depuis quelques années, les jeunes augmentent. C'est évident qu'il y a aussi un changement générationnel. Et donc, pour l'Italie, un problème évident, c'est qu'il y a une impossible formation, c'est-à-dire chacun peut faire sa propre formation, mais ça passe de moins en moins de l'université, la télévision ne fait rien pour ça. Moi, ma formation s'est faite au début des années 70 à la télévision, parce qu'au début des années 70, la télévision italienne était formidable, faisait des cycles de Bergman, de Wells, de Huston, Vraiment, j'ai vu les classiques de l'histoire du cinéma à la télévision, bien présentés par de bons critiques. Aujourd'hui, les panoramas, c'est très différent. Comme vous l'avez évoqué, les quotidiens, aujourd'hui en Italie, la règle, c'est que tu ne dois pas être un critique de cinéma pour écrire de cinéma, sauf des cas très très rares. Donc, un des thèmes, je crois, c'est la manque d'autorité du critique. C'est-à-dire, vous êtes deux critiques très autorevoli. Oui, bon, d'accord. On croit à ce que vous dites, mais Ah bon plutôt. Mais dans l'époque du web, peut-être l'autorité, pas seulement des critiques de cinéma, c'est quelque chose qui est perdu. Oui, ça c'est complexe. Mais bon, il y a une telle évolution du tout le monde sait tout sur tout le monde, non, tout le monde sait tout de tout le monde, donc à ce moment-là, il n'y a aucune raison que quelqu'un ait la connaissance et que moi je ne l'aurais pas. Bon. Donc ça se joue de plus en plus aujourd'hui, alors que tout est fait pour faire ça, alors qu'en réalité, c'est une façon de cacher, je dirais, le pouvoir, et le pouvoir qui, lui, est dominant. C'est-à-dire que dans le domaine du cinéma, qui fait le goût pour un film? Qu'est-ce qui anime le goût d'un film? Qu'est-ce qui fait d'un seul coup que les gens se posent cette question-là? Alors, en Italie, quand on pense, c'est quand même une catastrophe, je dirais, culturelle, l'admirable cinéma italien, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est une catastrophe. Une catastrophe, donc on se dit, bon, pourquoi cette catastrophe-là? Elle n'était pas normale. En France, pour l'instant, nous avons été protégés. Et il est vrai que c'est la cinéphilie d'une certaine façon, mais parce qu'il y a eu cette façon d'entretenir la cinéphilie avec tout un réseau de salles, de groupes, de ciné-clubs, de cinéma d'arrêt d'essai et tout le reste, qui fait qu'il y a une possibilité d'avoir la formation
d'un goût ou d'un intérêt pour le cinéma. Il n'empêche que, de plus en plus, comme en Italie, les médias, ceux qui ont le pouvoir réellement, font en sorte, comme à la télévision, je vais en parler, à la télévision, il y a encore 20 ans, il y avait des émissions de cinéma tout à fait intéressantes. Et surtout, comme Jean-Luca disait, il y avait en France, en Italie comme en France, des films projetés à 20h ou même à 22h, des ciné-clubs. Aujourd'hui, le ciné-club, c'est à 1h du matin, il n'y en a pratiquement plus. La télévision. Mais ça, mais ce que tu disais est très juste, Jean. C'est vrai que globalement, massivement, il y a un recul de la cinéphilie au niveau des millions de spectateurs, ou de téléspectateurs, ou de spectateurs dans les salles. En même temps, je pense qu'il y a encore, ou alors sinon, j'arrêterais de travailler sur une revue où non plus je ne suis pas payé, si je pensais que c'était vraiment des coups d'épée dans l'eau et qu'on servait à rien. En même temps, je pense que des revues comme Positif peuvent aujourd'hui, néanmoins, malgré le fait qu'ils aient que 40 000 lecteurs ou 50 000 lecteurs, je ne dis pas de tirage, le tirage c'est 12 000, bon, mais c'est lu tout de même par beaucoup plus d'une personne chaque numéro, ne serait-ce qu'en bibliothèque, et c'est lu à l'étranger. On arrive tout de même, prenons un exemple, moi je prends un exemple sur un metteur en scène américain récent qui s'appelle Jeff Nichols. Jeff Nichols, il y a 2 ans, était complètement inconnu. Complètement inconnu. Il avait fait un premier film, Shotgun Stories, qui a eu une sortie dans une salle à Paris, en Amérique, un accueil respectueux d'une certaine critique. Le deuxième film, Take Shelter, a été refusé tout de même par tous les grands festivals internationaux en compétition. Il a échoué finalement à la semaine de la critique du Festival de Cannes l'année dernière. Il a remporté le Grand Prix de la semaine de la critique. Ensuite, on l'a pris à Deauville, il a remporté le Grand Prix de Deauville. Et son troisième film s'est retrouvé en compétition cette année, qui est magnifique d'ailleurs, Mud, en compétition officielle au Festival de Cannes. Je ne peux pas ne pas penser que tout de même le travail des revues spécialisées a pu faire émerger dans l'espace de 2 ans quelqu'un qui était absolument inconnu au bataillon et qui aujourd'hui compte parmi les grands espoirs du cinéma américain. Donc je pense que ça joue tout de même. Et d'ailleurs, les cahiers l'ont prouvé, et positif dans les années 50, dans les années 60. Alors on peut faire comme Staline qui disait au pape combien de divisions. On peut dire effectivement ce qui compte c'est le nombre de bataillons, le nombre de soldats, et dans ce cas-là, le journal du dimanche en France, ou Paris Match, a beaucoup plus de lecteurs que les cahiers ou positifs. Mais en même temps, qu'est-ce qui est arrivé au communisme en 70 ans? Le pape a continué avec 2000 ans d'histoire. Alors pensons que ces revues vont continuer encore quand auront disparu les organes de masse. Oui, c'est vrai, mais non, il y a une idée phénomène étonnant quand même. Pour l'arrivée de la nouvelle vague, c'est quand même une création de la critique, la nouvelle vague, même si on peut dire qu'il y a l'autre nouvelle vague qui accompagne celle qui a été suscitée par les cahiers du cinéma, et qui est sortie des cahiers du cinéma, c'est-à-dire celle que j'appelle le cinéma ou la nouvelle vague du documentaire, c'est-à-dire celle de René, celle de Chris Parker, celle de Barba, etc. Puis comme on voit Cavalier, etc. D'autres. Louis Malle. Et de lui, dont on ne sait pas très bien s'il appartient à l'un ou à l'autre. Bon, là, c'est intéressant. Et c'est vrai que, en dehors de ça, cette critique-là a quand même fondé un cinéma. Mais il n'a pas fondé un cinéma. C'est rien la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est la vague que ça a produit. C'est-à-dire que d'un seul coup, la répercussion a été mondiale. Moi, je me souviens, alors très bien, j'étais à Cannes, c'était avec Ménélis, ensuite avec Mankiewicz, qui l'un et l'autre commençaient à s'inquiéter du phénomène de la nouvelle vague, parce qu'ils se rendaient compte que ce phénomène était en train de perturber tout le système de production hollywoodienne et qu'ils se sentaient eux-mêmes menacés. C'est ce qui va arriver. Minelli quitte la MGM en 60 et ses derniers films, le mal qu'il a eu, et d'un seul coup, c'est plus les films de Minelli de la MGM. Il y a eu comme ça quelque chose, on peut dire. Bon, alors c'est pas les cahiers, bien sûr que c'est positif, c'est pas. Mais il n'empêche que le phénomène que des gens qui ont réfléchi sur le cinéma, ont pensé le cinéma, ont été passionnés de cinéma, dans leur tout petit domaine, et en effet, nous les cahiers, on faisait 15 000
par mois, enfin. Les cahiers jaunes, c'était même 5 000. Un peu plus. 5-6 000. En 55 8 000 à peu près, dont 6 000 qui vendent réellement. Donc, mais alors, oui, mais moi je voulais tout de même... Attends, je voudrais juste terminer. Mais alors, ce qui veut dire qu'un petit groupe aussi passionné et intense réussisse à modifier et perturber totalement le cinéma et son évolution et son histoire, puisque, en effet, bon, alors ce n'est pas que les cahiers, il faut quand même arriver, il y a tout un tas d'autres choses dans le monde qui ont fait qu'il y a eu cet événement, mais il n'empêche que, par exemple, si tu parlais du cinéma classique, qui en effet s'arrête, on peut dire il s'arrête en 60, c'est pas tout à fait exact, mais disons que les grands cinéastes classiques s'arrêtent en 60, même si un John Ford ou un Howard Hawks vont encore faire 2-3 films après, mais ça s'arrête à ce moment-là. Et on va se rendre compte qu'entre 60 et 70, si on prend le cinéma américain, il n'y a quasiment personne, il n'y a que 3 cinéastes nouveaux, et un 4e qui est Roger Corman, qui va lancer quelque chose, c'est Jerry Lewis, pour Benayoun, ça tu vois, c'est Cassavetes, et c'est Peckinpah. Stanley Kubrick, pas mal non plus. Stanley Kubrick, je mettrais un peu plus tard. Arthur Penn, et Arthur Penn. Arthur Penn, je le mettrais moins. Mais Kubrick, je suis d'accord avec Kubrick. Lui, c'est la nouvelle vague 4 ans avant. Oui. Le baiser du tueur. Le baiser du tueur s'est tourné dans les rues de New York. On commence. Oui, mais moi j'ai amené mon gilet pare-balles, je veux quand même que ça qui me serve. Non, mais. J'ai une autre question à vous poser. Un des phénomènes de notre époque, c'est l'amour vers les B-movies, vers l'exaltation actuelle du mauvais. Et il y a des revues qui ne s'occupent que de ça. Et alors, vous, qui avez établi quand même un canon, qui avez établi le classique, la classicité, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pire que maintenant. Je pense qu'il faut se mettre d'accord sur ce qui est mauvais. Parce que moi, je sais que, par exemple, moi, je ne comprends pas très bien le délire de toute une presse en France spécialisée, cinéphilique, sur les frères Farelli, sur Apatow, sur maintenant Sacha Baron Cohen, où on nous tanne avec le Dictator, etc. Pour moi, c'est vraiment c'est le niveau anal, scatologique. Je veux dire, quand on pense à Blake Edwards, à Billy Wilder, sans parler de Lubitsch ou de tous ces grands, pour moi c'est une décadence absolue de la comédie américaine, mais qui est exaltée par certains. Alors, si c'est ça que tu appelles le mauvais, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, et il y a pas mal de revues, de critiques qui s'occupent de ça, qu'est de ça. Oui, bien sûr. Commencer par le gore, tout à côté sur un fantastique qui n'est même plus fantastique. Le fantastique, c'est admirable, dans toute façon. Le grand cinéma est rempli de films fantastiques magnifiques. Enfin, le fantastique, c'est vraiment le cinéma profondément. Le grand fantastique. Mais le fantastique dont il parle, c'est un fantastique effrayant. Enfin, c'est le fantastique du vampire, la vampirisation des vampires. C'est terrible, ils n'ont pas de sang. Donc, et c'est vrai qu'il y a une sorte de jouissance du mauvais goût, enfin dans le mauvais goût. Alors ça, et je pense que un plaisir à ça. C'est pas que je sois pour le bon goût, parce que le bon goût il peut être aussi assez effrayant. Non, mais moi, oui, Gianluca, je pense que la question est très intéressante parce que je pense que depuis Aristote, la critique, ça consistait à avoir des critères, ça consistait à avoir une hiérarchie des valeurs, définir pourquoi on aime telle œuvre et plutôt que telle autre, pourquoi Mozart et Bach sont de plus grands musiciens que Tartampion. Bon, c'est vrai que depuis quelque temps, et Jean en parlait, la démocratisation, disons, c'est-à-dire chacun revendique et a autant le droit de dire que tel navet est un super chef-d'œuvre, que Fellini ne vaut rien, etc. Bon, ça c'est incontestable, mais je pense que c'est un phénomène très nouveau qui n'a pas existé. Alors, à Positif, par exemple, quand on a défendu dans les années 60 Sergio Leone
par exemple, Il était une fois dans l'Ouest, ou quand on a défendu Mario Bava, Le Masque du Démon, quand on défendait Jerry Lewis, ou quand on défendait les films de Terence Fisher à la Hammer, ou certains, pas tous, mais certains Corman. Bon, c'était défendre un certain cinéma bis, mais on n'aurait pas pu imaginer que ce cinéma bis deviendrait pour certaines publications le sommet du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a... Le sel, le vrai. Voilà, c'est-à-dire que Bergman, Buñuel, tout ça, c'est vraiment tout à fait secondaire. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez contemporain et d'assez inquiétant. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est quand des jeunes me téléphonent. Ils me téléphonent, ils me disent j'aimerais bien écrire, alors c'est pas possible sûrement d'écrire dans le positif, mais qu'est-ce que vous me donnez comme conseil pour écrire dans un journal ou dans une revue? Mais le positif, c'est inaccessible. Je dis, mais si, c'est très accessible, puisque constamment de jeunes arrivent à positif et sont publiés. Donc il y a un renouvellement des rédacteurs. Je dis, mais, ils me disent, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais vous allez voir un film 2 ou 3 fois, vous prenez des notes, vous faites des recherches sur le genre, sur le metteur en scène, etc. Ensuite, vous envoyez votre texte. Ce texte est lu pendant une réunion du comité de rédaction. Et si le texte nous plaît, il y a une douzaine de personnes, on vote, on l'accepte, et vous êtes publié. En général, je n'ai plus aucune nouvelle. Et aujourd'hui, c'est formidable parce qu'il n'a plus besoin d'avoir de nouvelles puisqu'il ouvre un blog. Et là, personne ne le censure, personne ne le juge, personne ne le compare. Il est tout seul. Et comme dit Woody Allen, on a fait un sketch de son film à Rome. Comme disent les Américains, sous la douche, tout le monde est Caruso. Et effectivement, sous un blog, tout le monde est André Bazin. Il y croit en plus. C'est pas mal, ça pourrait être les titres de cette série de colloques. Non, mais je veux dire qu'on est en effet, de ce point de vue, à un mouvement. C'est-à-dire que c'était que le cinéma. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est dans tous les domaines. C'est ça qui est très grave. C'est-à-dire que le cinéma est devenu une chose qui, au fond, n'a plus ne fascine plus véritablement. Il y a oui, c'est du cinéma, oui, et en effet, tel artiste ou tel cinéaste, on parlait du côté hiérarchique qui était quand même le propre même de l'esthétique. C'était quand même des critères qui faisaient que, puisque vous êtes en Italie, vous n'avez pas beaucoup de peintres, mais enfin disons que par exemple, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que Titien est plus important que Tintoretto ou Véronèse, enfin des choses comme ça qui sont très graves. Titien pensait qu'il était plus important que Tintoretto. Titien le pensait sûrement. Mais Tintoretto, peut-être moins, mais il se battait. Plus vite d'abord, il peignait plus vite. Il peignait plus vite et en plus il peignait plus vite. Bon, mais c'est vrai que ce type de dispute était passionnant. Enfin, quand on voit que Cézanne se dispute pour dire pourquoi Raphaël ou donc Ingres pour la même occasion, c'est pas bon parce que ce sont des peintres de la ligne, alors que ce qui est important, ce sont les peintres de la couleur. Ça, c'est passionnant. On a un conflit. Alors après, si on aime énormément Raphaël, on n'a aucune raison de dire Monsieur Cézanne, parce que vous êtes Cézanne, vous avez raison. Ce n'est pas fait, pas forcément. Bon, en tous les cas, c'était passionnant. Il y avait une vraie réalité que l'on pouvait constater. Aujourd'hui, tout est neutralisé et en effet totalement. Alors, on arrive à forcément ce phénomène que n'importe quoi peut être mis d'un seul coup en valeur, et en effet des gens qui vont se battre pour ça. En fait, c'est assez. Alors maintenant les blogs sont des blogs. Je ne sais pas si ça veut dire. Moi je voudrais pas avoir amené mon gilet pare-balles pour rien, donc je voudrais rebondir sur ce que tu disais Jean, à propos des gens comme Mankiewicz ou d'autres qui sentaient que d'une certaine façon le pouvoir allait leur échapper, il y avait une transformation. Mais c'est vrai, mais c'est encore plus frappant pour les grands cinéastes français qui précèdent la Nouvelle Vague, qui ont quasiment été foudroyés. C'est-à-dire que, curieusement, ce que les Clouzot, les Clément... Il n'y a que la bourre. Attends, ce que les Clouzot, les Clément, les Autant-Lara ont fait dans les années 60, c'est ce qu'on leur reprochait d'avoir fait dans les années 50. C'est-à-dire, dans les années 50, c'était encore de très grands cinéastes,
Et c'est comme si les attaques, surtout de Truffaut, mais même d'autres critiques de la Nouvelle Vague, les attaques, ils les avaient littéralement, ils se sont sentis dépossédés, ils se sont sentis dépassés, et ils ont perdu eux-mêmes leur inspiration. C'est-à-dire que quand on voit le dernier film de Clouzot, le dernier film de Clément, ça donne raison à Truffaut, mais il n'avait pas raison quand il l'écrivait. C'est-à-dire que moi je pense qu'il y a une réhabilitation en cours. On vient de faire dans Positif un dossier sur René Clément. Quand on voit Monsieur Ripois, d'ailleurs, que Truffaut d'ailleurs ne détestait pas, mais quand on voit Monsieur Ripois, c'est un film de 54, tourné dans les rues de Londres, avec des méthodes très proches de Godard, avec un Gérard Philippe qui n'est pas toujours très bon mais qui est absolument formidable, une photo totalement moderne. Clément était un homme de recherche, de stylistique, etc. Et il a été tout de même rejeté au nom de cette qualité française. Donc là, il y a tout de même une responsabilité. Je pense que, surtout que, moi j'aime beaucoup certains films de Chabrol ou certains films de Truffaut, mais quand on voit par exemple un film que j'aime moins, comme par exemple Le Dernier Métro, sans faire de polémique, on peut voir en quoi Le Dernier Métro serait un film plus inventif du point de vue stylistique et de recherche stylistique que Monsieur Ripois. Là, je te réponds tout de suite. C'est pas compliqué. En effet, on les a tous aimés. Nous, au départ, tout à l'heure, j'en parlais dans ma formation, mettons, dans l'ARA. Dans l'ARA, j'ai vu Douce, j'ai vu ces films pendant l'occupation. Bon. Et encore que Jacques Becker, Bresson commençait à ce moment-là, bon, il y avait Clouzot, bon, bien sûr, mais ce qui finalement a fait pourquoi on a rejeté peu à peu ce cinéma de vie de la qualité française, c'était le fameux article de Truffaut. Oui, Delannoy, oui, mais pas Clément, Ah, Delannoy, pas Clouzot. Delannoy, ça c'est sûr. Delannoy, ça c'est... Lui, c'est perdu d'avance. Bon, enfin, c'était pas perdu d'avance, mais il faut quand même oublier que c'était quand même le premier Grand Prix de Cannes. Symphonie pastorale, Dieu quelle merde. Bon, mais non, ce que je reprochais moi à ce cinéma-là, c'était un problème de morale. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce cinéma, c'était une façon de vouloir agripper ou attraper le public, mais une sorte de condescendance, quelquefois même de mépris pour les personnages. Au fond, on n'aimait pas les personnages et on les traitait avec... c'est très net, je ne dis pas d'autre Lara, c'est Paris, c'était une méchanceté sur les personnages. Oui, mais c'est plus l'occupation. C'est plus l'occupation que Le Dernier Métro. Traverser de Paris. Paris reflète plus l'occupation de la France que Le Dernier Métro. Le point de vue du cinéaste, c'est un regard, et le regard est un regard qui méprise, ou en tout cas qui prend ses distances, et nous, spectateurs, nous sommes supérieurs à ce personnage. Moi, ce qui est important, tu vois, parce que ce qui était important pour la Nouvelle Vague, qui est un moment clé de l'évolution même de l'art cinématographique, c'est quand de l'histoire du cinéma, c'est le fameux regard de Monica de Bergman en 1953. C'est-à-dire que d'un seul coup, une femme belle, d'accord, qui a un garçon, qui tombe amoureux d'un garçon sympathique, qui sur la campagne, c'est merveilleux, tout le reste. Et puis on rentre à Stockholm, et à Stockholm, bon, elle est enceinte, elle fait un bébé, et elle s'emmerde avec son mec, ce petit mec, il est adorable. Elle fiche le camp, et elle va traîner avec les hommes, et d'un seul coup, Bergman ose ce moment fabuleux, ce qu'elle est avec un mec, alors que tout le monde a méprise, justement. Là, on est dans le grand cinéma français, tout le monde a mépris d'avoir abandonné son enfant, et ce garçon si merveilleux, et à ce moment-là, elle table donc un café avec un mec, et elle se retourne et elle regarde la caméra, elle regarde la caméra pendant 30 secondes. Et ces 30 secondes-là, c'est un spectateur qu'elle s'adresse en disant de quel droit, qui êtes-vous pour me juger? Et d'un seul coup, là, avec c'est pas pour rien que je rappelle à quel point, pour nous, c'était capital, ce moment du regard de Monica, c'est-à-dire, d'un seul coup, le spectateur n'a pas à être supérieur au personnage. On est à égalité et vous n'avez aucun droit de me dire que je me suis comporté comme une salope
Si je suis une salope, c'est mon problème, c'est pas à vous, on juge. Oui, d'accord, Jean. Je crois que c'est ça qui est important. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais honnêtement, ni dans Gervaise, ni dans Plein Soleil, ni dans Monsieur Ripoll, je ne sens de mépris pour le personnage. On va interrompre une minute, parce qu'on a seulement un quart d'heure. Et bon, c'est magnifique, ce que vous dites, c'est la démonstration de toute la beauté de la critique, la profondeur. Mais est-ce qu'à la belle époque, cette contraposition entre Positif et Caillé, c'était un moment essentiel de la cinéphilie? Ah, je crois, oui. Je crois qu'il fait, en réalité... Est-ce qu'il faut aimer, il faut ne pas aimer, donc il faut se battre? On s'est inventé l'un l'autre. Je pense qu'il y avait une nécessité de se battre. Oui, je crois qu'il y avait d'abord, il y avait, enfin, moi je peux livrer aussi peut-être les impressions parce que j'y étais pas, donc je suis particulièrement bien placé pour en parler puisque j'y étais pas. C'est que les cahiers étaient mensuels, sortaient régulièrement, les cahiers représentaient une puissance de feu assez importante. Et ils étaient, je sais que tu ne seras peut-être pas d'accord, une revue sur l'échiquier idéologique plutôt proche des hussards, plutôt proche de la nouvelle droite dans les années 50. Et ils défendaient de très grands cinéastes. C'est là où je ne suis pas d'accord avec mes camarades de Positif de la génération antérieure. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Positif, j'ai défendu Hitchcock, j'ai défendu Dreyer, Bresson. Mais ils défendaient sur des positions spiritualistes. C'est-à-dire à la fin de Voyage en Italie, ce qui était magnifique, c'était le regard que Ingrid Bergman porte sur toutes ces femmes enceintes et sauvées par la maternité, c'est ce qui allait permettre au couple de se reconstituer, etc. Bon, à Positif, où on demandait le droit à l'avortement, où on n'était pas du tout dans le même genre, c'était une sorte de... Bon, la même chose, Hitchcock s'était défendu sur le thème de la confession, du rachat, etc., sur une thématique religieuse. Ne parlons pas de Dreyer ou de Bresson. Bon. Catholique. Et donc, il y a eu ce qu'il ne faut pas faire, à mon avis, en matière de critique. Il ne faut pas être réactif, il faut affirmer ce qu'on aime, pas tenir compte. Mais je crois qu'à l'époque, la France était un pays, comme pas seulement la France, l'Italie aussi, un pays divisé, clivé. Il y avait la guerre d'Algérie, il y avait l'emprise de l'Église et de l'armée sur la société française. Donc Positif défendait Houston, défendait Aldrich, défendait Buñuel, défendait des gens comme ça. Et donc Antonioni, par exemple, plutôt que tout un cinéma spiritualiste. Je pense que c'était ça un peu le clivage qu'il y a eu, mais en même temps, moi je lisais les deux revues, c'est-à-dire que j'étais très... Parce que finalement, malgré nos désaccords, il y a tout de même, entre les Positifs et les Cahiers, un langage commun qui est l'amour, effectivement, l'amour du cinéma. Mais ce que je voudrais dire, c'est tout de même une petite remarque, tout de même, c'est ce qui nous a séparés, je crois aussi, c'est la politique des auteurs. C'est-à-dire que je crois que d'abord, contrairement à ce qu'on lit maintenant un peu partout, ce n'est pas dans les années 50 que le metteur en scène a été reconnu comme un auteur par la critique, dans le sillage de Truffaut, de Godard, etc., ou de Douchet, mais que l'auteur, le cinéaste comme auteur des films était considéré déjà en 1923 par Deluc, en 1928 par Jean-Georges Auriol. Il suffit de regarder les revues de l'époque, Cinéa, et la première revue du cinéma pour voir que qu'est-ce qu'il y avait au sommaire. Cécile B. 2000, Stroheim, Jeström, Dreyer, Gans, René Clair, Fritz Lang, Murnau. C'est-à-dire qu'on parlait des metteurs en scène comme étant les responsables des films. Par contre, alors ça c'est ce que les Anglais ont traduit par la author theory. Alors ça je suis d'accord. La théorie de l'auteur, je suis à fond pour. Elle existe depuis 1920. Par contre, la politique des auteurs est une notion imposée par les Cahiers dans les années 50, auquel Positif n'a pas cédé. C'est-à-dire que, la phrase fameuse de Truffaut, le plus mauvais film de Becker sera toujours meilleur que le meilleur film de Clément, par exemple. C'est faux. Ali Baba et les 40 voleurs, c'est beaucoup moins bien que Monsieur Ripoll ou Gervaise. On ne peut pas dire que le petit théâtre de Jean Renoir, excuse-moi, c'est un électrochoc, est un aussi grand film que La règle du jeu. Que le dernier film d'un metteur en scène est toujours son meilleur film, puisque Rembrandt
et Beethoven, à la fin de leur vie, ont fait leurs plus grandes œuvres. Non, le cinéma, c'est beaucoup plus aléatoire que la peinture ou la poésie, et Pabst a fait des films magnifiques, après il a sombré complètement, Sternberg a fait des films sublimes, et il a fait aussi vraiment des ratatouilles à la fin des années 30 épouvantables. Bon, ça arrive, je pense que... Je parle pas de Shanghai Gesture, de King Steps... Non, mais, tu sais très bien, Crime et Châtiment, de King Steps Out, enfin il a fait 4 ou 5 films qui sont absolument pas des films de Sternberg. Bon, donc le cinéma c'est plus compliqué que ça, et on peut très bien admirer un metteur en scène dans positif, par exemple le prochain Oliveira ou le prochain Stephen Frears, même si on défend beaucoup Stephen Frears Oliveira, on va leur consacrer 25 lignes, parce qu'on ne pense pas que ce soit des œuvres majeures, et il y a des grands cinéastes qui font des œuvres mineures. Houston a été attaqué dans Positif pour La Bible, qui n'est pas du tout un très bon film. Phobia, qu'il a tourné au Canada, est une abomination. Donc même John Huston fait des mauvais films. Donc oui à la théorie de l'auteur, c'est-à-dire dans le meilleur des cas, le metteur en scène est le responsable de son film, non à la politique des auteurs. Bon, alors, politique des auteurs, je réponds, puisque tu m'obliges à y répondre. Tu m'obliges dans le sens où tu as parlé justement de la chose qui était la conduite de la critique sur un positif, qui était en effet une critique, disons, politique, en tout cas sociale, politique, bon. Avec d'un point de vue matérialiste, en tout cas un désir matérialiste des choses. Donc, attaquant les cahiers sur le côté spiritualiste. C'est une erreur, mais ça se comprend. Ça se comprend, voilà. Mais moi, ce que je te dis, s'il y a eu la politique des auteurs de cahiers, c'était tout simplement parce qu'il y avait, à cette époque-là, une critique dominante, donc positive, ça ne faisait pas partie directement, mais malgré tout, vous étiez quand même impliqué et imbriqué dedans, qui était la critique politique dominée quand même par le communisme. Pas positif, c'était plutôt surréaliste, trotskiste. Non, surréaliste aussi, mais c'est vrai que c'était plutôt cette tendance-là. Et donc, qui travaillait, ou qui faisait la grande théorisation des films, enfin, les films sérieux, ceux qui posaient les vrais problèmes. Minelli, Donnel, Tachli. Tu veux te taire une seconde. Bon, alors, donc, je dis simplement ces idées-là, et nous ne voulions pas, justement, intervenir là-dessus. C'est pas qu'on avait, pour les cahiers, en dehors peut-être de Rommel et de 3 autres, on était plutôt quand même plutôt à gauche qu'à droite. Hein. Mais, on a encore 5 minutes. On voudrait, je crois que chacun de nous voudrait écouter. Si on a fait la politique des auteurs, c'était pour être contre la politique politicienne. Justement, cette politique où on traitait le grand film était un film qui traitait un cadre social fabuleux. Ou le cas des ouvriers, tout le reste, pourquoi pas, moi je serais pour ça, mais faut-il encore savoir le faire, et faut-il qu'il y ait en effet un style d'écriture qui permette de faire passer, enfin de dire la chose, et non pas que ce soit dans l'intrigue ou dans le sujet apparent que les choses soient traitées, c'est dans l'écriture que les choses se font. Mais quand il n'y a plus d'écriture, il y a des auteurs qui perdent leur écriture. Non, mais ça je suis d'accord. Les auteurs, c'était plutôt politicien, c'est-à-dire de même qu'un UMP ou un socialiste ne dira jamais que son parti a tort. Donc vous traitiez les cinéastes un peu comme un parti, c'est-à-dire que Renoir ne peut pas faire un mauvais film, Hitchcock ne peut pas faire un mauvais film. C'est des politiciens. Je te rappelle ma politique personnelle, qui est qu'un bon critique doit être de mauvaise foi, sinon c'est pas un bon critique. Alors, une dernière question. On est sur un moment du grand changement, on est au début du siècle. Ces changements, je crois, comme le passage du mur sonore, maintenant, les salles abandonnent le 35 mm, les jettent à la poubelle, c'est le digital. Tout va changer, peut-être. Les salles, est-ce qu'elles vont rester? Est-ce que le futur nous fera revenir au kinétoscope? Quels sont les points de vue que vous avez sur ce qui va se passer dans les prochaines décennies? On ne peut pas lutter contre
des décisions industrielles d'une telle évidence qu'on ne peut rien dire contre. Simplement, on peut tout simplement essayer quand même de sauver la chose qui était quand même le cinéma. Le cinéma, malgré tout, la photographie qui était la base. La photographie, c'est l'argentique. Pour la plupart des jeunes qui sont ici, n'ont jamais vu un film mettons, de Griffith, par exemple. Ils n'ont jamais vu un film de Griffith parce qu'ils ont peut-être aperçu quelque chose des images qui appartenaient à Griffith au départ, et ils n'ont jamais vu une copie flamme, ils n'ont jamais vu qu'est-ce que c'était que le nitrate. Et une lumière, la luminosité d'un film de Griffith en nitrate, c'est fabuleux. C'est une transfiguration. Mais aujourd'hui, avec les digitales, on peut faire pas mal. Mais justement, on fait moins bien, parce que le digital, le problème du pixel, c'est que, enfin, nous avions jadis en photo un entier, une surface entière, donc avec sa lumière, etc. Ces grains. Aujourd'hui, la pixelisation fait que cette entièreté, ce côté entier est complètement parcellisé. Donc on a que des multiples petits pixels et ça tue la densité même. Moi je dirais que je suis en train de préparer un cours que je vais faire à la Cinémathèque l'année prochaine, justement sur la modernité, c'est-à-dire comment peu à peu on a quitté le plan, et le plan c'était, en particulier Fritz Lang, il y a le plan, c'est la projection, donc le cinéma même, la projection d'une image par une volonté, ou en tout cas par donc, une projection, et quelque chose donc d'un réel qui a une densité. Et peu à peu, on oublie le plan pour l'image. Regardez bien, amusez-vous, puisqu'on est quand même dans une série de cinéphiles, regardez le dernier film de Fritz Lang, le diabolique Docteur Mabuse. Fritz Lang, le diabolique Docteur Mabuse. Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre d'un seul coup. Alors c'est Fritz Lang, le maître du plan, celui qui a vraiment le plus concrétisé. D'un seul coup, c'est une image et une autre image très en surface vient se déplacer et faire disparaître la première image, et une troisième image arrive et fait disparaître. Et évidemment, le film va nous parler de la télévision, de la surveillance, etc. Et que d'un seul coup, il vous donne, pour là je dis que le sujet est dans l'écriture, d'un seul coup, ce qui était la perspective, ce qui était la puissance du plan, disparaît au profit d'une image qui d'un seul coup n'a plus d'âme, n'a plus de corps, n'a plus rien. Et nous en sommes tous là, parce que nous vivons de ça, et nous vivons dans ça. C'est pas innocent ce que je suis en train de dire, c'est en réalité la manifestation de ce qui est en train de se passer, comment nous sommes peu à peu entraînés dans un univers qui n'a plus de consistance. Nous sommes entraînés dans l'univers de l'argent. Aujourd'hui, l'argent n'a plus de valeur. L'argent, c'est des fractions minimales de secondes. C'est-à-dire que une transaction se demande une fraction de seconde, et c'est ça l'argent. Dans le temps, l'argent, c'était une bourse avec de l'or ou des choses qui avaient du poids. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'argent. Oui, alors, Michel. Oui, alors, bon, ta question c'est un peu Groucho Marx, animal ou digital. Bon, alors... Ah, ça, c'est un problème, d'accord. Animal ou digital. Alors, moi, je suis d'accord avec Jean, mais en même temps, je ne veux pas tomber non plus dans la nostalgie. Comme pour la cinéphilie, je ne suis pas pour la nostalgie. Je pense effectivement que l'argentique, c'est-à-dire une copie qui sort du labo et qui est montrée dans le grand amphithéâtre Lumière au Festival de Cannes, il n'y a rien de plus beau. C'est incontestable. Mais en même temps, il faut reconnaître que rarement les spectateurs ont la chance de les voir dans ces conditions. Le nombre de films qu'on a vus dans des copies rayées, des couleurs délavées, etc., des copies 35 mm, mais c'est pas du tout le film. Alors que finalement, une copie digitale qui ne bouge pas, elle va rendre plus compte du film qu'une mauvaise copie, comme c'est la majorité des cas, en argentique. Et d'autre part,
je pense aussi que le digital n'interdit pas le plan, n'interdit pas le cadre. Il y a des grands metteurs en scène qui travaillent en digital, ou d'ailleurs même souvent les critiques ne se rendent pas compte si c'était du digital ou pas du digital, et qu'on arrive à des maîtres aujourd'hui qui tournent parfois en digital, parfois en argentique, et ils ont gardé leur style. Donc je pense que c'est plutôt une question de formation, je pense que c'est plutôt l'éducation qu'on donne aujourd'hui aux jeunes, en leur disant vous faites un aussi beau film en téléphone portable qu'avec une caméra digitale. On devrait les emmener plus dans les écoles de cinéma au Louvre ou aux offices, voir des tableaux, etc. On devrait plus les encourager à lire des livres. C'est-à-dire qu'il y avait chez les grands cinéastes du passé une culture générale, que ce soit Eisenstein, Visconti, Orson Welles, Kubrick, etc. Et aujourd'hui, même chez nous. Ouais. Et aujourd'hui, on en revient au blog. Aujourd'hui, le narcissisme, c'est-à-dire le fait que moi, j'ai pas besoin de tout ça, je prends ma caméra, je filme n'importe comment et ça sera aussi génial que tous ces grands ancêtres. Bon, c'est ça le beaucoup plus grave problème, plus que le problème entre l'argentique et le numérique. À l'image, justement. C'est la leçon de l'image. On va pas en parler maintenant, c'est trop long. Mais c'est passionnant. Mais il est vrai qu'il y a eu une déperdition. Le cinéma a commencé par la vue, ensuite a été le cadre, ensuite a été le plan, et maintenant c'est l'image, et maintenant l'image n'est plus l'image, c'est l'image de l'image. Donc à ce moment-là, on n'est même plus dans on n'est que dans de l'idée abstraite des choses. C'est pour ça que je parle de l'argent. Parce qu'il faut penser à l'argent. L'argent, il est où? Oui, mais le tournage en digital permet aussi de faire des films qui ne seraient pas accessibles s'ils devaient être tournés en argentique. Non, mais là-dessus, il y a des gens qui ont trouvé des solutions à une crise économique. Bien sûr que je ne vais pas m'amuser à faire, comme tout à l'heure, les groupes qui font des... Quand tu parlais... mais je ne peux pas me donner là-dessus. Bien sûr que moi aussi, je trouve très pratique un Blu-ray, par exemple. Bien sûr, j'adore le Blu-ray, j'en ai quand même quelques-uns chez moi, il y en a pas mal. Mais c'est la pensée. Et c'est pas pour rien que un jeune aujourd'hui qui prend... Parce que c'est la pensée même du cinéma qui disparaît. Et c'est l'exigence même de qu'est-ce que c'est que cette fantastique chose qui, depuis des millénaires et des millions d'années, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on avait la vie devant, sur un écran. On filmait de la vie. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est ça la vraie question. Le reste, en effet, les moyens, c'est important. Et ça, pour toi, c'est capital. Pour toi, ça va être... Oui, on doit s'arrêter, c'est 8h. Donc, on a tout simplement abordé beaucoup de thèmes qui seront repris dans les prochaines journées. Demain, c'est la critique anglaise. Et donc, merci beaucoup à Michel Simin, merci beaucoup à Jean Douchet. On va continuer et vive la critique.